trouver ce qui nous passionne, c'est pas souvent difficile. C'est peut-être de regarder dans ce que tu as l'habitude de faire, que tu fais sans forcément que tu sois payé en retour. Il y a des choses qu'on aime faire, qu'on peut faire toute la journée. On n'a pas besoin de salaire. Bonjour ou bonsoir chez vous. Je suis Saïdé Henry, consultant en banque et finance, no-codeur IA et podcasteur à mes heures perdues. Bienvenue sur Voix d'influence, le podcast où l'on explore les parcours inspirants, les défis surmontés et les leçons de vie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Ornella Brou, qui d'abord a été passionnée par le cinéma en Côte d'Ivoire. Elle a poursuivi ses études en France avant de se reconvertir dans un domaine totalement différent, la puériculture. Son parcours est une véritable leçon de résilience entre reconversion, défis administratifs et la passion pour la mode. Ornella est un modèle pour beaucoup. Nous allons ensemble parcourir son histoire, ses valeurs et ses aspirations. Ornella, est-ce que tu pourrais te présenter dans tes propres mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi, je suis Annikan Ornella Brou. J'ai eu 32 ans il y a quelques jours. Je suis diplômée d'un master en cinéma à l'Université de Lille. Et récemment aussi, j'ai obtenu mon diplôme en tant qu'auxiliaire de puériculture depuis décembre. Et aujourd'hui, je viens avec vous partager mon parcours et mes expériences. C'est sympa ça. Alors, on va enchaîner directement. Tu vois, de la Côte d'Ivoire à la France, c'est un changement de cap. Et moi, j'ai envie de savoir, est-ce que déjà tu peux nous parler de comment tu as vécu en Côte d'Ivoire, nous parler de ton enfance en Côte d'Ivoire et de ce qui a marqué du coup ton parcours là-bas en Côte d'Ivoire? En fait, j'ai eu une enfance un peu comme tout le monde. Mais en même temps, j'avais un papa qui était dans le domaine de la santé. Donc, on voyageait beaucoup, on déménageait chaque 5 ans. Je connais ça. Voilà. On vivait à l'intérieur du pays. Donc, j'arrive à Abidjan en 2012 quand j'ai mon bac. D'accord. Donc, je commence mes études en cinéma. Donc, je fais ma licence, je fais mon master. Je fais mon master en cinéma. Je fais le master recherche. Il faut savoir que jusqu'à mon master, je fais pas de pratique. C'est vrai que j'ai des amis qui essaient de s'approcher de certains réalisateurs qui tournent des films, qui réalisent des films. Mais moi, j'étais plutôt dans la recherche. D'accord. Et après mon master, je décide aussi de faire la recherche, de m'inscrire pour le doctorat. Donc, je commence mon doctorat en cinéma. Pendant mon année de master, je commence aussi à m'intéresser à plusieurs choses. Je m'intéresse au journalisme. Donc, pendant mes vacances aussi, j'essaie de faire de la radio dans la ville où mes parents étaient, à Daloa. Donc, je fais un peu de journalisme. J'essaie de voir un peu comment ça se passe, tout ça. D'accord. Une fois aussi à Abidjan, je commence à m'intéresser à tout ce qui est bénévolat dans le domaine de l'enfant, avec des ONG telles que IWA, de Cissé Bintou, je ne sais pas si tu la connais. Oui, si, j'ai déjà entendu. Elle fait aussi des cours d'anglais, elle dispose aussi des cours d'anglais, elle a son groupe et ils sont franchement très bien. D'accord. Donc je tourne aussi avec elle et je fais aussi tout ce qui est violence faite aux femmes, je m'intéresse à ces associations-là. Donc violence faite aux femmes, Stop au chat noir aussi. Donc, chat noir, c'est quoi? Le chat noir, c'est, disons... voilà. Si, c'est une expression ivoirienne, voilà. Si. C'est un peu forcer une femme généralement pendant les nuits, voilà, à son insu, voilà. Bon, donc, d'accord, je comprends ça. Il y a une ivoirienne aussi qui a initié ce concept-là pour que certaines femmes. Et son concept, c'est quoi? C'est Stop au chat noir. D'accord. Voilà. c'est bien pensé. Donc, c'était lancé aussi pendant la période où il y avait des manifestations pour militer contre les violences faites aux femmes. Je me suis aussi intéressée à ça. D'accord. Et en même temps, je m'intéresse à tout ce qui est leadership, économie circulaire. Donc, j'essaie de faire aussi des formations sur Google Pro. Il y avait aussi les fondamentaux du digital, ce genre de choses. Il y avait HP Life aussi qui donnait des formations, voilà, marketing des réseaux, tout ça, community management. Donc, je fais toutes ces formations-là parce que c'est une période où, franchement, j'avais envie d'apprendre tout ce que je voyais sur Facebook. Je partais suivre ces formations-là et ça m'a beaucoup appris. Et en même temps aussi, j'ai fait une formation en tant que porteur de projet. Et à quel moment tu as su que le cinéma, c'était une voie que tu voulais explorer ou c'était une voie que tu voulais suivre? Il faut savoir que pendant mon année de bac, disons après le bac, je ne savais vraiment pas trop quoi faire. D'accord. Parce que je sais que de base, mon père aurait voulu que je fasse médecine comme lui. Mais franchement, je n'étais pas assez... je ne me trouvais pas assez courageuse pour le faire. D'accord. Et lorsque je me suis inscrite en sciences éco, en droit
et en art du spectacle. Donc, quand j'ai vu art du spectacle, pour moi, il y avait art et spectacle et c'est quelque chose qui me parle. Je me suis dit, même si je ne sais pas pour l'instant ce que je vais faire, et après, je me suis renseignée, on m'a parlé du cinéma, du théâtre, qui étaient deux branches des arts du spectacle. Et je me suis dit, pourquoi pas le cinéma, c'est quelque chose qui peut m'intéresser, qui correspond à un peu ma personnalité. Donc, c'est comme ça que je décide de faire les études en cinématographique. C'est bien ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à, on va dire, à venir en France c'était pour faire du cinéma quand tu venais en France ou c'était quoi concrètement ton parcours jusqu'à arriver en France, quoi? Donc, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, j'ai fait mon master en 2018. Donc, quand je finis le master, je commence le doctorat. Et je fais même mes 3 années de doctorat. Et t'as soutenu? Non, j'ai pas soutenu justement parce que pendant ces 3 années, franchement, je faisais pas grand-chose. J'avançais pas sur mon sujet. Et puisqu'il n'y avait pas de suivi régulier, parce que si tu n'es pas motivé toi-même, ça sera difficile d'avoir un suivi régulier. Et puisqu'il n'y avait pas ce suivi-là, moi, j'avais délaissé la thèse. Et à un moment, je me suis posé des questions sur vraiment ce que je veux faire. Parce que là, j'avance pas, je suis à ma 3e année. Qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, je viens en France parce que je voulais aussi explorer une autre voie que la recherche. Parce que jusqu'à présent, j'avais fait que la recherche cinématographique. J'avais pas fait de pratique. J'étais capable de faire un film si on me demandait, mais j'avais pas assez d'expérience. Donc, je me suis dit, je viens en France. Je pense qu'il y aura une facilité pour moi de pouvoir toucher à la pratique, de pouvoir être dans le monde cinématographique. Donc, c'est comme ça que je viens en France pour mes études en cinéma. D'accord. Du coup, la transition entre la France et la Côte d'Ivoire, est-ce que ça n'a pas été un grand choc pour toi? On va dire quels ont été tes plus grands défis durant cette transition? Disons, le premier choc, c'est un peu le froid. Parce qu'on n'est pas habitué à ce froid-là. C'est un peu compliqué vu avec l'hiver, tout ça. Et ensuite, il y a cette chaleur humaine qu'on retrouve chez nous en Afrique, qu'on retrouve ici difficilement. Pour nous qui sommes habitués à avoir la famille, les amis autour de nous. Ici, c'est vraiment on a une certaine routine à laquelle on est accroché. Et tu as du mal à voir tes amis, tes parents proches. Et souvent, tu te retrouves un peu isolé et tu te retrouves seul. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est vraiment difficile dans les débuts. Et jusqu'à présent, par moments, c'est compliqué quand tu te retrouves. Bien sûr, parce qu'on est comme on dit, dans un cycle métro-boulot-dodo, comme on dit souvent. Exactement. Et c'est pas évident de vivre les mêmes choses que en Côte d'Ivoire ou en Afrique, là où on a la famille autour, comme tu disais. Et on va continuer notre discussion sur le cinéma. De cinéaste à auxiliaire puéricultrice. C'est une conversion qui est quand même courageuse. Et comment es-tu passé du cinéma à la puériculture? Il y a quand même ces deux domaines qui sont extrêmement différents. C'est différent, oui. Très, très différents, oui. Donc, comment on dit plus, oui. Oui, quand j'arrive en France, que je reprends mon Master 1 en cinéma et je fais le Master 2 aussi en cinéma. Et pendant mon année de Master 2, disons que j'ai fait le Master 2 en 2 années parce que je n'arrivais pas à me concentrer. D'accord. C'était une période un peu difficile pour moi. Comprends, oui. Donc, ma 2e année, pendant que je fais mon master, je reprends mon Master et que je fais mon mémoire en cinéma, je me pose des questions un peu sur ce que je vais faire plus tard. Et en même temps, j'ai la famille qui essaie de me poser aussi des questions. Tu es là, ça fait 3 ans. Qu'est-ce que tu décides de faire? Et dans cette période-là, j'ai des propositions peut-être de métier en dehors que le cinéma. Parce que là encore, quand j'arrive en France, malheureusement, je ne fais pas la pratique. Je fais toujours la théorie. Donc, c'est la même chose que je reprends. Et arrivé un moment, moi-même, je commence à être lassée. Donc, quand je suis à la fin de mon master et que je me pose des questions et que des personnes essaient de m'aider, j'ai des propositions qui me conviennent pas forcément. C'est vrai qu'il faut travailler, il faut être indépendant, mais ça correspondait pas à ce que je voulais. Et en même temps, dans cette période, j'ai un ami qui me connaît un peu plus mieux, qui me dit « Mais tu aimes les enfants ?» Regarde, j'ai vu cette formation-là. Du coup, je crois qu'en Côte d'Ivoire aussi, tu étais dans des associations. Oui, justement, en Côte d'Ivoire, voilà. En Côte d'Ivoire, j'étais dans des associations. Donc, il me dit, tu aimes les enfants, regarde cette formation. Donc, effectivement, quand je regarde, je vois que ça correspond à tout ce que j'ai toujours aimé parce qu'en Côte d'Ivoire, je militais dans ces associations-là. Et même en France, j'ai été bénévole, j'ai fait du soutien scolaire. J'ai été animatrice aussi périscolaire. Donc, je me suis dit, le point de toutes ces années-là, c'est que je faisais des choses qui militaient pour le bien-être des enfants, pour l'éducation des enfants. Donc, pourquoi ne pas me former, me consacrer entièrement à ça? Donc, c'est comme ça que je décide de faire ma formation pendant 1 an. Et du coup, c'est ce qui a déclenché ton envie de changement de carrière, en fait. Oui, c'est parce que j'emprunte les mots.
Oui. C'est parce que j'ai envie de dire peut-être que c'était ta passion qui était enfouie en toi, que tu n'avais pas encore découvert. C'est ça. Et peut-être que, voilà, comme je dis, tu as beau tourner, tu finis par rejoindre ta passion. C'est ça, exactement. Est-ce que tu as douté au moment de faire ce choix, du coup? Tu avais des doutes? J'avais des doutes parce que pour moi, c'était dur plus financièrement. Ah oui. Parce que, faut savoir, bon, c'est pas un jugement, mais il faut savoir qu'en France aussi, une fois que tu as passé le cap des 25 ans, il y a certaines aides. Plus jeune. Voilà. Il y a certaines aides que tu n'as plus et c'est difficile. Et moi, pour ma formation, j'avais eu 2 écoles qui m'avaient accepté, mais du coup, je pouvais pas avoir de financement. Et c'était à moi de payer la formation qui s'élevait à plus de 5 000 €. Et il faut savoir que j'avais pas assez d'économies, c'était difficile pour moi. Donc, pour moi, c'était comment est-ce que j'allais payer la formation, qu'est-ce que je fais. En plus, c'était pas dans la ville où j'étais au départ, donc je devais venir en Île-de-France. J'arrive en Île-de-France, il faut payer le loyer, il faut payer la formation, il faut se nourrir. Comment je fais? Donc, c'était une période tellement difficile pour moi. Je ne savais pas comment faire. Et bon, grâce à Dieu, grâce à ma maman, parce que ma maman m'a beaucoup aidée pendant cette période-là. Ma maman et un ami aussi que je remercie énormément, qui m'ont aidée pour la formation. C'est pas évident pour une maman d'enlever plus d'1 million pour donner à sa fille pour une formation. Voilà, de francs CFA, c'est pas évident. Mais elle l'a fait, elle m'a soutenue et... En dehors d'elle, il y a des personnes qui m'ont soutenue aussi moralement, qui étaient là pour me parler quand ça n'allait pas. Ouais, surtout aussi le soutien moral, ça compte beaucoup dans ces moments-là. Oui. Donc, je remercie toutes ces personnes-là et aujourd'hui... Durant cette formation, on va dire, est-ce que, côté financier, est-ce que c'était ça uniquement ta plus grande peur et en même temps tes incertitudes ou il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de la formation en elle-même, elle est aussi complexe. Ah. La formation en elle-même, elle est aussi complexe. Donc, je me demandais, est-ce que j'allais être à la hauteur? Faire 12 mois de formation. J'avais des stages que je devais faire à l'hôpital, en crèche. Est-ce que j'allais pouvoir faire tous ces stages-là, pouvoir les valider, comprendre tout ce qu'on allait m'apprendre? Pour moi aussi, c'était ça parce qu'il y avait beaucoup de pression. Il ne faudrait pas que j'échoue parce que des gens ont compté sur moi. Et je savais pas trop sur quoi mise. Bon, je me suis dit, il y a des personnes qui comptent sur moi, donc je donne tout. Et finalement, ça a payé et je suis tout fière de moi. C'est vrai que la formation a été un défi financier pour toi. Tu as cité tout à l'heure tes proches, mais comment tu as réussi à tenir malgré les difficultés concrètement? Parce que ce qui m'a permis de tenir, c'est... de penser à mes parents, de penser à ma famille, de me dire que je pourrais faire plaisir à mes parents, la fierté de mes parents. Pour moi, c'était ce qui comptait le plus. Et j'ai des petits frères, de leur donner l'exemple que je peux, qu'ils ont une grande sœur sur qui ils peuvent compter, qui est là pour eux, qui n'abandonne pas. C'était ça pour moi mon challenge, pardon. Et aussi, je veux dire la prière, parce que en tant que croyante, je pense que la prière aussi joue un grand rôle dans ce genre de moments-là. Et je pense que la prière aussi m'a aidée à tenir et me dit que ça, c'est pas facile, ça n'a jamais été facile, mais un jour, je serai contente d'avoir pu tenir jusqu'à présent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te passionne vraiment dans ton métier d'auxiliaire puéricultrice? Ce qui me passionne, c'est, disons, la satisfaction des parents. Quand tu arrives quand on dépose les enfants à la crèche, qu'on les récupère le soir, effectivement. Oui. Quand les parents vous disent merci, merci, vous occupez bien de nos enfants. Ils sont contents, nous aussi on est contents, on apprend des choses avec vous. Et pendant aussi mes stages, j'ai été en salle de naissance. C'est merveilleux de voir un enfant venir au monde. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, que ça se vit. Bien sûr. Et pour moi, c'est ça, un enfant qui est content de venir dans tes bras, à qui tu donnes à manger, qui s'endort dans tes bras. Pour moi, ce sont des moments qui n'ont pas de prix. D'accord, c'est génial ça. On avait évoqué d'entrée de jeu tes défis administratifs. Oui. Qui était en quelque sorte un combat personnel, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Oui, bon, faut savoir qu'on nous demande toujours de renouveler nos documents administratifs 2 mois avant, 2 mois minimum avant. Et moi, je respectais toujours ces périodes-là. Mais malgré le respect, c'était quand même difficile d'avoir mon titre de séjour à temps. Donc, je pouvais passer il y avait des périodes où je passais 1 mois ou 2 mois sans titre. Et même sans prolongation de titre de séjour. Et c'était difficile parce que pendant ce temps-là, tu ne peux pas travailler. Si tu as un job étudiant, tu es obligé de l'arrêter. Si tu as une aide pour le logement, tu ne perçois pas ton aide. Donc, ce sont des moments qui étaient vraiment difficiles.
Surtout que tu ne sais pas quand tu l'auras. Tu essaies d'envoyer souvent tu envoies des messages pour relancer la préfecture, mais tu restes dans une incertitude. Et ça amène tellement de stress, d'angoisse. Tu te poses des questions, mais pourquoi? Et c'est vraiment des périodes très compliquées pour moi. Et comment tu gérais ces moments d'incertitude pendant ces attentes de titre ce jour? Comment tu gérais ces moments d'incertitude? Disons que c'était des moments où je désespérais quand même. Je me disais, j'avais envie d'abandonner. C'est des moments où j'ai envie d'abandonner. Je me dis, trop, c'est trop. Je suis en règle. J'ai tout fait comme il se doit. Mais... Tu faisais tes démarches en ligne aussi? Oui, en ligne. Je faisais toujours en ligne, oui. Parce que pour le renouvellement de titre de séjour étudiant, moi, c'était toujours en ligne. Donc, oui, je faisais toujours à temps. Et je me disais que finalement, ça va... Bon, c'est vrai que je désespère, mais après, je me dis, ça va venir. Donc, il faut quand même s'accrocher. Il faut tenir bon. Il faut essayer de passer aussi du temps avec ses proches. Ils vont te remonter le moral et de rester focus sur ses objectifs. Je sais pourquoi je suis là. Ça va tarder, mais au moins ça viendra. Qu'est-ce qui t'aidait plus ou moins à garder en fait le moral face à ces obstacles? Je pense que c'était mes proches. Moi, je pense toujours à ma famille. Voilà, je me dis, tout ce que je fais, c'est pour ma famille. Et là, je peux pas abandonner, je peux pas me dire je vais au pays parce que j'ai pas eu mon titre de séjour qui n'est pas arrivé dans les temps. Non, je me dis pas ça. Je me dis je patiente. C'est pas facile d'attendre, mais je tiens bon, j'attends. J'essaie d'en parler à mes proches, j'essaie de passer du temps avec eux pour ne pas trop sentir l'attente. Ça, je comprends. Ça aide beaucoup aussi pour... Pas trop sentir l'attente et aussi pour remonter le cap, quoi. Je confie mon cas à celui en qui je crois et je patiente. Tu fais aussi de la mode en parallèle de tes études et de ton parcours professionnel. Oui. Est-ce que, on va dire, d'où te vient cet amour, par exemple, pour la mode ou le mannequinat? Tu m'en as parlé, tu as fait du mannequinat. D'où te vient cet amour pour la mode et le mannequinat? Je pense que ça me vient de ce que j'ai eu à voir peut-être sur les réseaux sociaux. D'accord. J'aimais beaucoup voir les gens défiler, j'aimais voir les affiches publicitaires et je me voyais dans ça. Je me disais que j'aimerais bien être un jour sur une affiche aussi. D'accord. On me voit, les gens sont contents de me voir, ma famille est contente de me voir. Et c'est comme ça que ça m'est venu. Et quand j'avais la possibilité, j'ai essayé de faire des cours de mannequinat en Côte d'Ivoire, bon, que j'ai stoppé pour certaines raisons. Je me suis aussi inscrite à un concours de Miss, que j'ai stoppé aussi pour certaines raisons. Et c'est des choses qui m'ont toujours intéressée. Donc, quand j'ai la possibilité de poser pour des amis photographes, je n'hésite pas. Non, ici en France? C'était plus en Côte d'Ivoire. Ici, j'ai posé 2 fois, mais en Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup d'amis photographes et souvent, quand il y avait des shoots, j'y allais. Tu as posé 2 fois en France, c'est ça, tu as dit? Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti pendant que tu posais ou comment tu te sentais pendant tes défilés? Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus? C'était des moments où j'étais vraiment contente parce que je me disais c'était quelque chose que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours voulu faire. C'était des moments où j'ai trouvé que c'était magique. Je me disais qu'enfin j'arrive à faire ce que je veux, ce que j'aime depuis toujours et que j'ai un peu refoulé d'une certaine manière. Donc c'est des moments où je suis contente, je vis à fond ce que je fais et j'espère que j'aurai encore d'autres occasions pour refaire ça. D'accord. Est-ce que tu envisages, on va dire, d'explorer en fait cette piste ou cette passion de façon plus sérieuse ou professionnelle un jour? Oui, j'y ai pensé. Après, je ne sais pas trop par quel moyen. J'ai d'abord envie de me concentrer sur ma nouvelle vie en tant qu'auxiliaire de puériculture. Mais en parallèle, oui, j'aimerais bien être modèle photo ou même faire aussi des défilés de mode. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et même m'intéresser aussi à la couture aussi. J'ai bien envie de prendre des cours aussi de couture. Parce que tu fais des accessoires en paille tiny house. Oui. Et est-ce que tu as arrêté ça ou... Oui, en ce moment, j'ai arrêté. Donc, j'avais commencé en 2017 quand j'étais en Côte d'Ivoire. Je l'ai fait jusqu'à ce que j'arrive ici. C'est quand je suis arrivée en France que j'ai mis fin à ça. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous pouvez retrouver sur ma page Tiny House sur Facebook. D'accord. Tout ce que je faisais. Donc, j'ai eu à participer à des défilés, à un concours aussi d'accessoiristes. La même année où je devais venir, il y avait un concours d'accessoiristes. Donc, j'ai participé à ce concours-là. Et en même temps, je suis venue en France et... j'ai mis pause à ça, mais j'espère reprendre.
Et d'où te vient cette passion, pardon, de confectionner des accessoires avec le Pine Tiny House? Alors, je pense que c'est mon amour pour la mode. Ah oui. Oui, c'est mon amour pour la mode. Et je pense que dans cette période-là, des amis m'ont dit, mais toi, on te voit faire des choses, on pense que tu aimes ça. Essaie de te lancer sur Facebook, de créer ta page. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ça. Et je me suis sentie bien dans ce que je faisais. Tu es une femme qui a beaucoup milité dans les associations pour les femmes et pour les enfants. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie d'avoir un point de vue sur la famille et le rôle, par exemple, des aînés. Est-ce que pour toi, c'est un poids invisible? On le sait, ça peut être un poids invisible pour des aînés. Oui. Tu as dit que tu étais l'aîné des filles. Oui. Et qu'est-ce que cela représente, en fait, pour toi, concrètement? Alors, pour moi, être l'aîné des filles, c'est un peu un challenge. Parce que faudrait que tu donnes l'exemple. Faudrait que tu diriges tes petits frères. Faudrait que tu sois une bonne conseillère. Et c'est aussi ce que tu fais qui vont les inspirer. D'accord. Donc pour moi, au quotidien, c'est de pouvoir donner l'exemple, de pouvoir être une épaule sur qui ils peuvent compter. Parce que même en dehors aussi des petits frères, il y a les parents aussi qui sont là, qui te regardent, qui eux-mêmes aussi par moments viennent vers toi pour prendre conseil sur certaines choses. Parce qu'ils comptent sur toi. Ils savent qu'en tant qu'aîné, ton point de vue aussi compte autant que pour eux vis-à-vis de tes petits frères. Et pour moi, c'est quelque chose que je prends assez au sérieux. D'accord. Comment tu ressens aujourd'hui tes responsabilités? C'est plutôt... c'est sur quel plan concrètement? C'est sur quel plan tes responsabilités? Parce que t'es pas l'aîné de la famille. Oui, oui. Mais t'es plutôt l'aîné des filles. Des filles, oui. Voilà. Maintenant, tes responsabilités, toi, comment tu les ressens en fait? Moi, mes responsabilités, c'est plus au niveau psychologique. Parce que... D'accord. Disons que quand on m'appelle, par exemple, me dit que tel a fait telle chose, il faudrait lui parler. Okay. Tel a fait telle chose, il faudrait lui parler. Ton petit frère... pour moi, c'est arrivé un moment, ok, je prends tout ce qu'on me dit et j'essaie de parler à ces derniers-là pour qu'ils essaient de revoir leurs attitudes. Et par moments aussi, j'ai l'impression que je prends tout sur moi et j'arrive pas aussi à communiquer ce que moi je ressens aussi vis-à-vis de ce que je vis, par exemple en France. Parce que je vis aussi certaines choses en France et j'aimerais pouvoir communiquer sur ça, mais en même temps, vu que je suis quelque part l'aîné, il faudrait que je sois là pour pouvoir écouter aussi les autres. Donc, souvent, je n'arrive pas à pouvoir donner aussi ce que moi je vis. Tu vis. Voilà, et je prends plus ce que les autres vivent. D'accord. Comment ton rôle dans ta famille influence-t-il en fait tes choix ou la vision de ta vie? Oui. En tant qu'aîné, pour faire certains choix, il faut réfléchir à plusieurs reprises parce que tu ne peux pas faire tout ce qui te vient en tête. Oui. Tu as des personnes qui te regardent. Donc, quand je veux faire des choix, je réfléchis à est-ce que c'est bon pour mes petits frères? Qu'est-ce que ça va leur inculquer comme valeur? Et c'est en fonction de ça que je réfléchis parce que pour moi, ma famille, c'est vraiment tout. Mes petits frères, ils sont tout pour moi. Donc, tout ce que je veux faire, c'est pour leur bien, pour qu'ils comprennent aussi qu'ils peuvent faire telle ou telle chose pour leur bonheur et être là pour les accompagner dans leur choix. On va rétro-pédaler. Quand tu disais tout à l'heure que tu as milité dans les organisations ou des associations pour la femme. Aujourd'hui, la place de la femme est dans les relations d'aujourd'hui. Pour toi, comment tu perçois cette évolution aujourd'hui de la place de la femme dans la société? Parler de place de la femme dans la société, je pense que déjà, on commence à aller vers un certain progrès, parce que dans le temps, il y a des femmes qui n'arrivaient pas, déjà on n'avait pas le droit de vote. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on a le droit de vote, aujourd'hui on a le droit d'occuper certains postes. Et je pense que des choses sont en train d'être faites. C'est vrai que la lutte est encore longue, on a encore beaucoup de choses à revoir, telles que peut-être la prétention salariale. Mais je pense qu'avec la motivation de tout le monde, aussi bien que les femmes que les hommes, parce qu'on a besoin des hommes aussi dans cette lutte-là. Absolument. Et je pense que les choses se feront petit à petit et que les gens aussi doivent déconstruire certaines pensées aussi de peut-être la place de la femme dans nos peut-être sociétés africaines qui n'est pas forcément vue... ou dans les sociétés patriarcales. Voilà, qui est un peu réduite, alors que la femme a le pouvoir et la possibilité de faire tout ce qu'elle veut.
d'être polyvalente. Il faudrait seulement lui donner la possibilité de pouvoir le faire. Voilà. Et selon toi, quand on parle de responsabilité aussi de la femme, il y a aussi ses responsabilités dans son couple, à elle. Comment devraient, selon toi, se répartir en fait les responsabilités dans un couple? Déjà, je pense qu'il n'y a pas de modèle unique et que les responsabilités déjà dans un couple devraient être réparties aussi en fonction du couple, du métier de chacun. Et en fonction du métier de l'homme, de la femme, on devrait déjà répartir les charges financières. En fonction de la personne qui gagne peut-être plus dans le foyer devrait apporter plus et la personne qui gagne moins devrait apporter moins. Ouais. Mais quant aux charges aussi, disons, domestiques, il ne faudrait pas que ce soit la femme qui se retrouve forcément à tout faire. À tout faire, oui. L'homme pourrait venir en aide à la femme. Cuisiner, faire le ménage. C'est vrai que c'est un peu mal vu dans la société patriarcale. Dans la société patriarcale, mais je pense que c'est à deux qu'on va plus loin et qu'on arrive à faire de grandes choses. Donc, si la femme est épuisée d'avoir fait toutes les charges, tout ce qui était charge domestique, si c'est elle seule qui le fait, ça sera compliqué. Non, donc, c'est sûr voilà. L'éducation aussi des enfants, autant la femme et l'homme, les deux peuvent s'unir pour donner une éducation à l'enfant. Et je pense que c'est ensemble qu'on peut faire quelque chose de plus grand pour nos familles, pour les foyers. Et du coup, tu sais, il y a une sorte de débat autour de l'indépendance financière. De la femme, et surtout en Afrique ou en Côte d'Ivoire, il y a ce débat qui est en train de prendre un peu de l'ampleur. On a le concept aussi des femmes battantes. Est-ce que on pourrait avoir ton point de vue sur ce sujet et le rôle aussi de ces femmes battantes ou de ces femmes indépendantes financièrement dans le foyer? Je pense qu'aujourd'hui, les femmes commencent à comprendre qu'il faut être vraiment indépendante financièrement. Parce que déjà, en tant que toi-même femme, ça t'assure une certaine sécurité. Absolument, de ne pas dépendre de qui que ce soit. Et ça te protège aussi de certaines relations toxiques. Voilà. Ouais, absolument, tu n'as pas besoin d'un homme qui, par exemple, te bat. Tu ne peux pas partir de la maison parce que si tu pars de la maison, que tu n'as pas de source de revenus, où est-ce que tu pars? Donc, je pense que des femmes commencent à comprendre qu'il est important d'être indépendante financière. Absolument. Et aujourd'hui, on voit que les femmes sont en train de développer certaines entreprises. Voilà, l'entrepreneuriat. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, il y a des femmes qui se lancent de plus en plus dans la vente de perruques et tout ça. Et je pense que c'est à encourager. Oui, ça a félicité. Voilà, ça a félicité. Donc, on encourage toutes ces femmes-là à continuer comme ça parce que c'est ce qui pourra leur permettre d'être indépendantes. Mais d'un autre côté, j'avais rajouté tout à l'heure le rôle dans le foyer. Certaines personnes disent ou certains hommes ou certaines personnes disent que quand une femme est très, très indépendante financièrement, son rôle dans le foyer, elle a tendance à minimiser ou à oublier. Bon. Ça, c'est des gens qui disent, moi, c'est pas mon point de vue. Moi, j'ai envie de comprendre, toi, ton point de vue sur ça. C'est vrai, on va encourager l'indépendance financière de la femme. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Et nous qui avons des sœurs, on sait plus ou moins de quoi il s'agit, de quoi il est question, et l'importance, en fait, de l'indépendance financière de la femme. Moi, j'ai envie de comprendre, en fait, le rôle dans le foyer. Une femme extrêmement indépendante financièrement et son rôle dans le foyer. Comment, toi, tu perçois, en fait, ce sujet ou ce débat? Déjà, moi, je pense qu'une femme qui est indépendante financièrement dans le foyer, elle arrive à quand même alléger certaines tâches du mari, certaines tâches financières. Parce que déjà, si tu n'as pas cette indépendance, c'est que c'est seulement l'homme qui doit tout apporter dans le foyer. Financièrement, ça sera difficile. Ok, je vois. Donc déjà, ça vous assure déjà à vous-même et à vos enfants une stabilité financière qui n'a pas de prix. Et ensuite, il ne faudrait pas qu'on oublie quand même certaines limites. C'est vrai que même si tu as une certaine stabilité financière et même si tu gagnes plus que ton homme, l'homme reste le chef de famille. Qu'on le veuille ou non, l'homme reste le chef de famille. Et le fait d'avoir plus d'argent même que son homme ne va pas te donner certains droits, par exemple de manque de respect à l'homme. La femme reste soumise. Comme l'homme reste aussi le protecteur de... Attention, tu sais, l'expression « la femme reste soumise », moi je fais toujours attention à cette expression aujourd'hui, de nos jours. Oui, tu as raison. Parce que je comprends bien, quand on dit une femme soumise, je sais bien ce que ça veut dire. C'est pas être esclave de qui que ce soit. La femme reste respectueuse de son mari. Voilà, je préfère cette expression parce que généralement, d'autres font l'amalgame entre être la esclave. La soumission, c'est pas l'esclavage, voilà, pas du tout. Parce que toi, tu es croyante, tu es chrétienne, voilà. Et donc, toi, ta perception de la soumission, c'est selon tes croyances. C'est ça, exactement. C'est pas tout le monde n'a pas cette compréhension. Tu te bases sur ta Bible,
et tu dis des choses sur ta croyance, on va dire, tu vois. Mais d'autres personnes, quand ils entendent soumission, ils sont carrément c'est ça. On va dire un mode esclave. Non, pas du tout. Non, moi, je comprends ce que tu dis. Oui. Voilà, moi je comprends ce que tu dis parce que moi je suis chrétien aussi, je comprends ce que tu dis. Mais pour ceux qui nous suivent, voilà, c'est en fait comme tu as rajouté tout à l'heure, c'est le respect en fait. Oui, c'est ça, c'est le respect et l'homme a le droit de protéger sa femme, de respecter aussi sa femme. D'accord. Voilà. Selon ta vision et ta façon de voir le monde, aujourd'hui, est-ce que tu as des modèles féminins? Oui, dans le domaine du cinéma, il y a Viola Davis, celle qui a fait The Woman King, si je ne me trompe pas. The Woman King, voilà. Je crois. C'est une dame que j'apprécie énormément. Il y a aussi dans le cinéma français une féministe, Agnès Varda. Elle a aussi créé la Nouvelle Vague. Et aussi dans mon milieu aussi, il y a une amie réalisatrice, Ursula Kofi, qui m'inspire. C'est vrai qu'on a le même parcours, mais elle, en parallèle, elle a toujours essayé de réaliser des films, d'être sur des plateaux de tournage. Elle a tourné avec Franck Vlehi. Et voilà, c'est une personne que j'admire énormément. Et aussi, j'ai un ami avec qui on avait fait le concours de mode, Yannick Sefantra. Il a créé Mon Habit. La marque était accrochée à son objectif de mode. Aujourd'hui, il a créé sa marque et je vois qu'il commence à être connu. Et c'est des personnes qui, c'est un homme, mais ce sont des personnes qui m'inspirent beaucoup dans tout ce que je fais. D'accord. C'est intéressant d'entendre tout ça. Moi, j'ai envie qu'on évolue un peu dans notre discussion. Je veux qu'on aille un peu sur ta résilience et tes inspirations. Malgré les obstacles que tu as pu rencontrer, tu continues à avancer. Oui. Et qu'est-ce qui te motive à ne pas du tout abandonner jusqu'à présent tes passions? Parce que tu as plusieurs passions. Oui. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui? Qu'est-ce qui te donne la force de ne pas du tout abandonner l'une de tes passions? Alors, moi, je pense que quand on vit, tout est possible. Ok. Voilà, donc je m'accroche à ça. Je me dis que pour l'instant, je ne marche pas avec une béquille, donc je peux faire beaucoup de choses. Je peux voyager, je peux bouger, je peux croire en mes rêves et leur donner vie. Donc, je pars de ce principe-là pour continuer à explorer plusieurs passions. Et je n'abandonne pas, je crois en ce que je fais. Et je pense que ma famille aussi croit en moi et je reste focus sur mes objectifs. Si tu devrais donner un conseil aux jeunes filles et à la jeunesse ivoirienne de façon générale, ce serait quoi? Ce serait déjà d'avoir des objectifs, de trouver ce qui les passionne. Trouver ce qui nous passionne, c'est pas souvent difficile. C'est peut-être de regarder dans ce que tu as l'habitude de faire, que tu fais sans forcément que tu sois payé en retour. Il y a des choses qu'on aime faire, qu'on peut faire toute la journée. On n'a pas besoin de salaire. Donc, tu te poses des questions sur qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que les gens me disent que j'aime, qu'est-ce qu'ils voient chez moi. Tu te poses des questions sur ce que tu veux faire et tu essaies de mettre tout en œuvre pour, arriver à cette fin-là. Mais surtout aux jeunes filles de ne pas être dépendantes de l'autre. Chercher une indépendance financière, ça assure une certaine stabilité déjà émotionnelle et aussi financière et tu es à l'abri de beaucoup de choses. Donc, il faudrait qu'elle se concentre sur leur vie, sur ce qu'elle veut faire et ce qu'elle veut être. Et ne pas laisser les hommes ou la société dicter ce qu'on doit faire parce que chacun a sa vie, chacun a sa voie. Chacun a son étoile et tout le monde va finir par briller. Super, ça, c'est super d'entendre tout ça. Où te vois-tu aujourd'hui on va dire, où te vois-tu dans 5 ans et quels sont tes rêves et tes projets pour l'avenir? J'ai toujours eu du mal avec cette question-là. On veut comprendre, dans 5 ans, comment tu te vois Avant, je répondais que je me vois heureuse parce que pour moi, dans tout ce que tu fais, il faut que tu sois heureuse. Donc, pour moi, si je suis heureuse dans 5 ans, c'est le plus important, c'est que j'ai trouvé ce que je veux faire. Mais déjà, pour mon métier, parce que moi, j'ai aussi envie de travailler avec des enfants en situation de handicap. Donc, je veux faire une formation qui va me permettre aussi de travailler avec des enfants en situation de handicap. C'est génial, ça. Donc, explorer cette voie-là et continuer dans la mode, avoir ma petite famille et être heureuse, c'est ça.
C'est sympa tout ça. On est là, ton histoire est une véritable source d'inspiration. Tu es la preuve que la détermination et l'abnégation en fait, peuvent nous faire surmonter les obstacles. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Où peut-on te suivre? J'avais parlé de Tiny House tout à l'heure. Tu peux nous rappeler et nous dire où est-ce qu'on peut te suivre dans ton évolution sur la mode et ta carrière professionnelle, on va dire, quoi. Ok. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Donc, mon Facebook, c'est Brou Anikan Ornella. Ma page Facebook aussi, c'est Tiny House. D'accord. Et mon LinkedIn, c'est Brou Anikan Ornella. Je suis aussi sur Instagram. Bon, c'est vrai que mon compte est privé, mais c'est Niki Ornella sur Instagram. Génial. Franchement, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cet épisode. Nous sommes également disponibles en écoute audio sur Spotify. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Merci d'avoir suivi cet épisode de Voix d'influence. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt.